Pour mieux comprendre la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est une maladie héréditaire qui affecte les nerfs périphériques, il faut d'abord savoir ce qu'est un nerf périphérique. Les nerfs du système nerveux périphérique sont des faisceaux de neurones sensitifs et moteurs, ayant comme rôle d'établir une connexion entre le cerveau et la moelle épinière jusqu'aux muscles, organes et récepteurs sensoriels. Ces récepteurs détectent des sensations comme le toucher, la chaleur, la douleur et participent au phénomène de la proprioception. Un neurone est composé de 3 parties distinctes, soit les dendrites, le corps cellulaire et le dernier constituant est ce qu'on appelle l'axone. L'axone est une fibre nerveuse qui part du corps cellulaire du neurone et qui a comme rôle de transmettre l'influx nerveux du cerveau vers les différentes structures anatomiques innervées. Ces axones sont pour la plupart entourés par une gaine isolante appelée gaine de myéline, qui a pour rôle de moduler la vitesse de conduction des influx. Cette gaine est formée par les cellules de Schwann qui sont nécessaires pour la survie et la maturation des neurones. En temps normal, la gaine de myéline permet d'augmenter la rapidité de transmission des influx. Toutefois, lorsqu'un influx est propagé dans un axone où la myéline est endommagée, la conduction de l'information est ralentie, ce qui peut causer, dans certains cas, différentes anomalies. C'est d'ailleurs spécifiquement la gaine de myéline ou l'axone de ces neurones de la région périphérique qui vont être touchés par les types de CMT les plus fréquents. Les premiers pas vers la découverte de la maladie se sont faits vers la fin du 19e siècle, plus précisément en 1886, par la publication de Jean-Martin Charcot et Pierre Marie. Les premières descriptions de cette maladie la décrivaient comme une faiblesse musculaire distale ainsi qu'une atrophie musculaire. On lui donnait alors le nom d'atrophie musculaire péronnière. La même année, Howard Henry Tooth a décrit la même maladie en l'appelant de façon similaire atrophie musculaire progressive péronnière. Il a été le premier à découvrir que cette maladie était d'origine neuropathique. L'atrophie musculaire progressive péronnière est alors devenue la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Depuis ce temps, de nombreuses découvertes ont été faites sur la maladie. En effet, des recherches en génétique ont permis d'établir les différentes formes de la CMT selon des différents types de mutations génétiques. La maladie de Charcot-Marie-Tooth peut se présenter sous plusieurs formes. Le premier type de la maladie Charcot-Marie-Tooth correspond à la forme de type 1. Cette forme est la forme démyélinisante. Les dommages à la gaine de myéline se traduisent par la baisse de vitesse de transmission de l'influx nerveux. Les commandes du cerveau ne se rendent alors pas assez rapidement vers les muscles et les organes. La seconde forme de la maladie Charcot-Marie-Tooth correspond à la forme de type 2. Cette forme est la forme axonale. Ayant un effet sur l'axone du nerf, ceci diminue la force et l'impulsion du signal électrique plutôt que la rapidité de transmission. Bien qu'il existe plusieurs autres formes de la CMT, ces 2 types sont les plus fréquents dans la population des gens atteints. Une étude des Canadiens français démontre que 75% des personnes atteintes ont une forme de type 1 et 25% des personnes sont catégorisées ayant la forme de type 2. L'évolution de la maladie de Charcot-Marie-Tooth est différente pour chaque individu et peut commencer à se manifester à partir de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. En effet, dans 85% des cas, les symptômes apparaissent avant l'âge de 20 ans. Les dommages causés aux nerfs périphériques se traduisent tout d'abord au niveau des membres inférieurs. Ainsi, les muscles des pieds sont donc les premiers atteints. Ensuite, les mollets et après plusieurs années, il pourra y avoir atteinte au niveau des mains et du système respiratoire. Cette maladie se développe et progresse lentement, ce qui fait en sorte que ces symptômes sont plus subtils au début et se font de plus en plus ressentir au fil de l'âge. Il est aussi possible que certaines des personnes atteintes peuvent être asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune manifestation ou presque de la maladie chez elles. En clinique, la maladie CMT se présentera de différentes manières. En d'autres mots, il est possible d'observer les symptômes de la maladie par une perte de sensation et d'équilibre chez la personne, en plus d'une atrophie musculaire. Tout d'abord, la baisse de vitesse de transmission des influx nerveux fait en sorte que les neurones atteints seront moins efficaces pour transmettre l'information sensorielle superficielle ou profonde. La sensibilité profonde correspond à la proprioception, soit l'information sur la position du corps dans l'espace, qui est nécessaire à l'équilibre. C'est pourquoi les gens atteints auront de la difficulté à balancer leurs mouvements ou auront des pertes d'équilibre lors de la marche. Ensuite, pour ce qui est de l'atrophie musculaire, celle-ci est directement reliée à la diminution de sollicitation de certains muscles.
En effet, les neurones périphériques atteints ont plus de difficultés à transmettre les commandes motrices aux muscles, ce qui fait en sorte qu'il y aura réduction du mouvement musculaire. Puisque le degré d'atteinte et la rapidité de la progression des lésions au niveau des différents muscles varient, il y a des compensations qui induisent des forces inégales de chaque côté des articulations. Ce déséquilibre de force explique entre autres le syndrome des pieds creux et celui des orteils en griffe, qui sont fréquemment observés chez les gens atteints. Dû à un manque de sollicitation et une sous-utilisation, certains groupes musculaires subissent une atrophie importante. Cette perte de force musculaire affecte les personnes dans toutes les sphères de leur vie, notamment lors de leurs activités de la vie quotidienne telles que la marche, l'hygiène personnelle et l'alimentation. La maladie Charcot-Marie-Tooth est la maladie neurologique héréditaire la plus courante en Amérique du Nord. La prévalence de cette maladie aux États-Unis correspond à une personne sur 2500, soit 125 000 Américains. La majorité des types de Charcot-Marie-Tooth sont acquis par transmission autosomique dominante. Donc, un patient atteint aura de grandes chances qu'un membre de sa famille soit également atteint ou porteur du gène. De rares cas n'ont pas d'antécédents familiaux de la maladie lors de mutations spontanées. Une disparition ou une diminution des réflexes ostéotendineux témoigne d'une atteinte à un nerf périphérique. Les réflexes les plus souvent atteints sont ceux au niveau de la cheville, du tendon d'Achille et du ligament patellaire. Pour l'électromyogramme, une aiguille est insérée dans le muscle afin de mesurer les variations de potentiel électrique lors de l'activation des cellules musculaires suite à une stimulation des nerfs. Cet examen permet de déterminer si les déficiences motrices sont causées par une atteinte musculaire ou nerveuse. Dans le cas de la maladie Charcot-Marie-Tooth, c'est l'atteinte aux nerfs qui permet de confirmer le diagnostic. Le pronostic est extrêmement variable selon les individus et les différents types de maladies. Mais l'espérance de vie d'une personne atteinte ne diffère pas de celle d'une personne saine. Bien que cette maladie soit incurable, différents traitements et de nombreuses interventions peuvent réduire les symptômes pour permettre une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes. Seules les interventions de physiothérapie, ergothérapie ainsi que les traitements chirurgicaux sont approuvés pour corriger les déformations physiques et squelettiques. Cependant, aucun consensus sur les normes de pratique optimales n'a été établi. Les orthèses permettent de stabiliser le pied, de corriger une déformation ou de compenser une faiblesse musculaire. Les appareillages orthopédiques ne sont pas des traitements curatifs en soi. Aussi, les orthèses réduisent l'apparition de douleurs articulaires dues à un appui excessif. Si la rééducation et les orthèses sont insuffisantes pour équilibrer une déformation ou la compenser adéquatement, une chirurgie peut être considérée. Cette chirurgie porte le nom de double arthrodèse et consiste à replacer le pied en position normale en fixant les articulations de façon permanente. À ce jour, il n'existe aucun traitement pharmacologique. Toutefois, certaines molécules existantes peuvent soulager des symptômes comme les crampes et les douleurs musculaires. Le surpoids peut accroître les difficultés motrices et augmenter la fatigue liée à la locomotion. Il est donc important de maintenir un poids santé, une saine alimentation et une hygiène de vie optimale. De plus, l'activité physique aérobique modérée permet aux muscles d'être le plus actifs possible. Ces facteurs ont pour effet de conserver la fonctionnalité et le bien-être de l'individu le plus longtemps possible malgré sa maladie dégénérative. En effet, un muscle qui est constamment stimulé est moins à risque d'atrophie. Le maintien de la masse musculaire suffisante aura un impact direct sur les activités de la personne, par exemple lors de la marche. Toutefois, il est important d'adapter les activités sportives à la capacité et l'endurance de la personne. D'ailleurs, chez les patients atteints de la maladie Charcot-Marie-Tooth, les types d'exercices ayant une force d'impact importante sur les articulations devraient être évités. Rééduquer les fonctions lésées, développer des stratégies pour compenser les fonctions perdues ou encore adapter le domicile sont des moyens qui peuvent être utilisés pour maintenir les capacités des individus atteints de ce type de maladie neuromusculaire. La maladie Charcot-Marie-Tooth affecte plusieurs fonctions motrices. Il est donc important de rester attentif à l'apparition des signes qui peuvent nécessiter un besoin ergothérapique. Par exemple, la difficulté à se déplacer, la difficulté à monter les escaliers ou des problèmes de motricité fine. Au niveau des activités fonctionnelles de la personne, l'atteinte neurologique peut être à l'origine de difficultés dans la réalisation des soins personnels, tels que la préhension des ustensiles,
des risques de chute dans la baignoire ou de la difficulté à faire sa toilette. Avec l'aide de l'ergothérapeute, le client peut avoir recours à différentes aides techniques pour faciliter les déplacements. Par exemple, l'utilisation d'une canne, de marchettes ou encore de fauteuils roulants. L'ergothérapeute peut également fabriquer une orthèse adaptée aux pieds du client. L'orthèse permettra de compenser les faiblesses des muscles. Il est irréfutable que la réhabilitation, la médecine et les nouvelles connaissances biomédicales jouent un rôle essentiel dans la conservation de la qualité de vie des patients atteints de la maladie Charcot-Marie-Tooth. Tout comme les nombreux intervenants, les ergothérapeutes occupent une place significative dans le maintien de la qualité de vie des patients atteints. Le progrès dans le dernier siècle fut remarquable et les recherches se poursuivent. Les développements technologiques et solutions novatrices sont source d'espoir pour les patients atteints de cette maladie neurodégénérative.